J'aimerais tout de même prendre quelques courts instants, si vous le permettez, pour dire ou redire l'expert que vous êtes, et tant pis pour votre ego. Vous êtes professeur agrégé des universités en stratégie et management public à l'université de Paris-Dauphine PSL, membre de l'unité mixte de recherche au CNRS Dauphine Recherche en Management. Je pourrais aussi dire de façon un peu moins institutionnelle que vous êtes avant tout un enseignant et un chercheur passionné. J'aurais aimé être votre étudiant, dont la volonté première est de s'intéresser à des sujets d'intérêt général et surtout de transmettre vos connaissances au plus grand nombre, par exemple en faisant cet indispensable lien qui manque parfois entre la recherche et le monde professionnel. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire avec nous cet après-midi. Alors, vos travaux portent sur les politiques de l'eau, la gestion, la tarification des services publics de l'eau, des partenariats publics-privés, des mots qu'on a entendus à l'instant, justement pour répondre aux grands enjeux de société et bien sûr principalement dans le secteur de l'eau. Alors au-delà d'avoir déjà publié beaucoup d'articles, une cinquantaine, des différents chapitres d'ouvrages collectifs ou individuellement, vous êtes l'auteur d'un incontournable essai intitulé de façon peut-être un peu angoissante, du moins interpellante, La fin de l'eau, avec un point d'interrogation, heureusement, paru chez Fayard en 2024 et récompensé par plusieurs prix. C'est dire si l'ouvrage marque les esprits par son analyse qui met en lumière une réalité désormais incontournable, vous le savez, la rareté de l'eau n'est plus seulement un sujet lointain ou réservé à certaines régions du monde, mais un enjeu global qui concerne directement nos modèles économiques, nos territoires et nos industries. Et parmi les autres initiatives marquantes à mettre à votre actif, il y a bien sûr le lancement de l'Institut d'économie de l'eau que vous co-dirigez avec Alexandre Mayol et Stéphane Saussier, comme ça je rends à César ce qui lui appartient, et qui a vocation à fédérer la communauté académique autour des enjeux économiques de l'eau et de favoriser le dialogue entre chercheurs, acteurs publics, partenaires privés, dont les industriels. Sans doute, vous en parlerez un petit peu. Et pardon encore pour votre ego, il va en prendre pour son grade, mais on va signaler, c'est pas anodin s'il fallait encore faire la preuve de la reconnaissance par vos pairs de votre expertise, que vous êtes membre du Sigma Xi, une société scientifique honorifique qui compte plus de 200 lauréats de prix Nobel parmi ses membres. Respect, monsieur. Je crois qu'on peut applaudir ce jeune homme. Alors Simon Porchet, dans ce contexte qui a été parfaitement rappelé en ouverture du colloque, où le stress hydrique s'intensifie sous l'effet du changement climatique, la pression croissante sur les ressources, la question de l'eau est devenue un facteur stratégique pour l'industrie, au même titre que l'énergie, l'innovation ou la compétitivité. Alors il serait tout simplement utile, si vous voulez bien, que vous nous proposiez une analyse globale de la situation, les enjeux qui en découlent selon vous, et aussi que vous nous aidiez peut-être à regarder cette ressource autrement, à savoir peut-être comment ce bien commun à protéger, ce service à organiser, mais aussi cet objet de gouvernance, de responsabilité, d'arbitrage collectif doit être géré par nos sociétés et peut-être nous livrer quelques pistes d'action concrètes pour ce public qui est venu pour ça et pour vous écouter. Monsieur Simon Porchet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, ce que je retiens surtout, c'est que tu m'as appelé jeune homme, donc je te remercie pour ce compliment. Ça fait assez longtemps, comme maintenant, enfin, je donne cours quand même plutôt à des jeunes gens, et donc c'est vrai que pour eux, je suis plutôt très vieux. Mais merci infiniment pour ce compliment, en tout cas, et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être là. Alors, je vais quand même vous faire passer quelques messages avant de commencer la présentation, parce que j'ai entendu qu'il pouvait y avoir une alarme à tout moment. Donc, je vais vous faire le résumé de la présentation très rapidement. Première chose importante, je vais être très, très vulgarisant à ce moment-là. L'eau, c'est peut-être plus important que le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que les effets du réchauffement climatique se font sur le long terme, se ressentent sur le long terme. On les ressent déjà, évidemment, mais on a une perspective de temps qui est un peu différente sur la décarbonation, alors que les enjeux de l'eau sont des enjeux de court terme. Si on n'a plus d'eau, on ne peut plus produire, on ne peut plus survivre à très court terme. Donc on a un vrai enjeu de l'eau qui est essentiel, qu'on a complètement invisibilisé, parce qu'on a été super performant en fait, dans l'acheminement de l'eau et dans la production d'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est essentiel et qui a été bien dit dans les propos préliminaires, c'est qu'il y a différents enjeux sur l'eau. Il y a un enjeu quantitatif, évidemment, d'accès à l'eau d'une manière générale, de précipitation, de possibilité de prélever dans les rivières et dans les nappes, donc un enjeu de quantité, un enjeu de qualité, évidemment, qu'on ressent aussi beaucoup en France, qu'on a bien considéré quand même aussi en France historiquement, parce qu'on est plutôt un pays humide, donc sur lequel en fait il pleut globalement beaucoup, on avait des infrastructures performantes, donc on a réussi jusqu'à très récemment en tout cas
à bien gérer la quantité, mais on a eu un problème de qualité sur lequel aussi on a travaillé ces dernières années. Et puis après, il y a 2 autres enjeux qui vont ressortir aussi dans la présentation. Un enjeu économique, un enjeu d'accès à l'eau, et ça, je vais bien insister dessus. Sans accès à l'eau, vous ne pouvez pas produire. Sans accès à l'eau, on ne fait rien. Il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas refroidir les centrales électriques. On ne peut rien produire. L'eau, c'est l'input, c'est l'intrant de toutes les activités économiques, partout dans le monde. Donc, quand on parle d'eau, il y a forcément un enjeu économique derrière. Et puis, un dernier point aussi important, il y a un enjeu de gouvernance. Un enjeu de gouvernance public-privé, d'institutions qu'on peut construire, de partage de l'eau. Parce que l'eau, c'est un bien commun, mais c'est un bien commun qui a une particularité, c'est que tout le monde veut le privatiser. Tout le monde. Même quand on met de l'eau dans la gourde, en fait, c'est quelque part une privatisation de l'eau. On veut garder de l'eau pour nous. Quand on la met dans une piscine, on va avoir son propre bassin. Et c'est pareil sur les enjeux de partage de la ressource. En fait, on a envie de sécuriser l'eau pour nos activités industrielles, pour nos activités économiques. Et donc, quelque part, on a envie de se l'accaparer au détriment des autres. Et ça, en fait, en sciences sociales ou en écologie, on a appelé ça la tragédie des communs. On a eu une conclusion très négative qui est que toute tentative de partage des communs, ça devrait se finir en tragédie. Ben non, en fait, un message clé, c'est qu'on peut avoir l'inverse, on peut avoir une odyssée des communs, on peut organiser de façon optimale ce partage de l'eau comme un bien commun. Alors ça, c'était les grands messages de la présentation. Maintenant, je vais repasser en détail dans la présentation avec différents éléments. Je vais un petit peu me décaler pour les slides. Dans la présentation, il y a 2 grandes parties. Une première partie qui est sur les grands enjeux de l'eau dans l'industrie. Alors j'ai mis eau industrielle. Bon, c'est pas exactement ça, on va dire l'eau l'eau pour l'industrie. Et puis il y a une deuxième partie sur des solutions, où là ça va être plus connecté à mes recherches, sur des éléments de solutions qu'on peut mettre en place, qui peuvent être aussi bien mis en place dans la gestion de l'eau comme eau potable, que dans en fait, la gestion de l'eau pour tout type d'activité. Même si mes recherches portent plutôt sur l'eau potable et sur l'assainissement, les services publics d'eau potable et l'assainissement, et donc j'ai tendance à me concentrer évidemment sur des solutions, des mécanismes qui ont été mis en place dans ce secteur. Néanmoins, tout ce qui a été mis en place pour l'eau potable et l'assainissement peut être aussi utilisé pour d'autres secteurs industriels. Alors d'abord, un petit rappel sur la quantité d'eau au niveau global. Et avec une solution qui pourrait s'imposer, mais qui correspond assez mal à ce territoire. Sur la Terre, d'une manière générale, 97,5% de l'eau est salée. L'eau douce, l'eau qu'on va utiliser justement pour l'agriculture, pour l'industrie, pour nos usages domestiques, pour l'eau du robinet, ça ne représente que 2,5% de l'eau qui est sur Terre. L'essentiel de l'eau sur Terre est salée. Donc, si vous êtes un entrepreneur visionnaire, vous allez dire, bon, j'ai trouvé la solution, fin de la présentation, on va juste dessaler l'eau de mer. C'est ce qu'a dit Elon Musk, voilà, au Forum mondial de l'eau, en disant, j'ai trouvé la solution au problème d'accès à l'eau au niveau mondial, on va accélérer le dessalement. Très bien, le dessalement, c'est une solution qui, effectivement, dans le temps, devient de moins en moins coûteuse, donc de moins en moins coûteuse en termes d'énergie, potentiellement de moins en moins polluante aussi. Et donc, c'est une solution, effectivement, qui a de l'avenir. Mais c'est la solution de dernier recours. Le dessalement, c'est comme dire, j'ai trouvé la solution aux embouteillages, on va utiliser l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est très bien pour aller sauver les gens dans la montagne, c'est très bien pour transporter rapidement des patients, sauver les gens des incendies, mais ça n'est pas la solution aux embouteillages. C'est exactement pareil pour l'eau. L'eau salée, c'est une solution de dernier recours. Évidemment, si vous êtes à Chypre, à Singapour, en Israël, dans la péninsule arabique, et qu'il n'y a pas du tout d'eau, mais pas du tout d'eau douce, pardon, mais qu'il y a de l'eau de mer face à vous, le dessalement, là, c'est une solution. Par contre, quand vous êtes ici, le dessalement, c'est pas vraiment la solution, a priori. Donc là, on va rester sur l'eau douce et sur la manière dont on peut mieux gérer l'eau douce. Deuxième petit graphique à droite, c'est la répartition de l'eau douce. L'eau douce est stockée essentiellement dans les glaciers. Et on l'a dit, les glaciers sont tous en train de fondre. On fait très simple, la majorité des glaciers va disparaître d'ici la fin du siècle. Donc notre stock d'eau douce, notre épargne d'eau douce est en train de fondre et s'évacue dans la mer, devient de l'eau salée en fait. Bon, on va dire que ce n'est pas trop un problème pour le territoire parce qu'ici les glaciers ont déjà fondu. Donc vous êtes déjà sur l'eau pluviale. C'est à la fois dramatique, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que vous êtes prêts à l'adaptation, en fait. Quand je me déplace un peu partout en France, je vois des élus qui me disent « Moi, j'ai pas de problème d'eau, les glaciers sont en train de fondre. Donc, pour les 50 prochaines années, j'ai pas de problème. » D'accord, mais gouverner, c'est prévoir. Et après 2070, que se passe-t-il ? C'est pas exactement le terme de mon mandat, etc. Bon, voilà, c'est une autre vie, c'est un autre monde, on aura trouvé une solution. Non,
En fait, là, au niveau global, c'est dramatique. Les glaciers sont en train de fondre, donc on est en train de perdre notre stock d'eau douce au niveau global. Et ça a un effet évidemment sur l'agriculture, sur l'activité économique, sur l'accès à l'eau domestique dans plein de territoires. En fait, virtuellement même partout, parce que tous les fleuves en fait, prennent source dans les montagnes. Le reste de l'eau douce est stocké dans les sous-sols, 30%, plus ou moins facilement accessible. D'accord ? Il y a des nappes qui prennent du temps à se recharger, donc si on commence à prélever dedans, sur une durée de vie humaine, elles ne seront pas rechargées. C'est ce qui se passe dans certains pays où on surutilise les nappes pour des raisons agricoles. On pense au court terme, très bien, mais on ne pense pas au long terme, et donc la nappe se décharge et ne se rechargera pas sur une durée de vie humaine. Et puis après, on a de l'eau de surface. Alors là, j'insiste, l'eau de surface, c'est l'eau des rivières, des lacs, c'est tout petit. C'est à peine 1% de l'eau douce qui est sur Terre. Donc l'eau que l'on voit, en fait, n'est qu'une petite partie de l'eau douce. Et donc, comme pour les canalisations, par exemple, les grands enjeux de l'eau sont en partie invisibles et on tend à ne pas en avoir conscience. Deuxième chose importante, sans eau, il n'y a pas d'économie, c'est ce que je vous ai dit. Un chiffre au niveau global, 90% de l'eau qui est prélevée dans le monde sert à produire des biens ou des services. Ça sert à l'agriculture et à l'industrie. En France, ce n'est pas très différent en réalité. Quand on regarde les chiffres internationaux des organisations internationales, et là je reviendrai après sur la manière dont on décompte, parce que c'est un peu différent de ce qu'on peut faire en France. L'industrie et l'agriculture, en France, à gauche, vous voyez que ça fait à peu près 79% des prélèvements. L'eau domestique, l'eau du robinet, c'est environ 20%. Donc l'essentiel de l'eau qu'on prélève, c'est quand même pour refroidir les centrales électriques, 50% en réalité en France, alimenter les canaux, l'agriculture, et puis l'industrie, qui en réalité, l'industrie même, en soi, représente à peu près 10% des prélèvements. C'est pour ça que je vous dis que le décompte est différent, parce que les chiffres que vous voyez sur les agences de l'eau sont très différents, parce que nous, on a un mécanisme de décompte qui est beaucoup plus précis que ce qu'on peut avoir au niveau international. C'est juste quand même pour vous montrer qu'on est un pays industrialisé, entre guillemets, parce que quand on regarde le reste du monde, dans le reste du monde, en fait, l'essentiel des prélèvements se fait pour l'agriculture, pour nourrir la population, pour le domestique, 10%, et puis après pour l'industrie, et puis entre les deux pour l'industrie, à peu près 20%, et notamment pour aussi refroidir les centrales électriques. Donc ça, c'est pour aussi caractériser les pays industrialisés qui se distinguent par une forte utilisation de l'eau pour l'électricité, pour la production industrielle, contrairement à ce qu'on peut observer dans le reste du monde où l'eau est plutôt utilisée pour de l'irrigation et pour de l'agriculture. Mais un chiffre important, donc c'est un enjeu économique parce que l'eau va se retrouver comme un élément essentiel de la production. Et pour illustrer ça, en fait, il y a deux grandes manières d'utiliser l'eau dans l'industrie. Soit on l'utilise pour dissoudre d'autres matières, d'autres produits. Donc typiquement, on va l'utiliser comme solvant. Ça va être dans la composition du produit, pour les industries cosmétiques, par exemple, ou l'agroalimentaire. Ou alors sinon, on va l'utiliser pour refroidir les machines. Et donc ça, c'est l'autre utilisation très importante dans l'industrie. Les machines chauffent, il faut les refroidir. On ne peut pas les refroidir avec de l'eau salée parce que ça abîmerait les machines. Et donc là, on utilise de l'eau douce. Donc il y a deux grandes manières d'utiliser. Soit on l'incorpore dans le produit, soit on l'utilise pour refroidir les machines. Mais après, il y a d'autres manières de l'utiliser aussi au sein d'une entreprise ou au sein d'une usine. On va l'utiliser pour nettoyer les équipements et les ateliers. Et là, c'est pareil, on doit utiliser de l'eau douce parce que l'eau salée abîmerait les équipements. On va l'utiliser pour la consommation domestique des salariés, donc les toilettes, notamment les usages sanitaires, mais aussi pour la sécurité incendie. Alors c'est important parce que quand on va découper ça, si vous regardez à peu près dans les priorités de l'eau, on a dit la priorité de l'eau, c'est l'usage domestique, mais aussi dans les usages prioritaires, on a la salubrité, donc le nettoyage. On a aussi la lutte contre les incendies, la sécurité civile, dans l'usage interne. Et donc souvent, quand vous êtes une entreprise et que vous avez un arrêté sécheresse qui est mis en place par le préfet, on vous demande de réduire vos prélèvements. Vous allez réduire pour la production, donc pour le côté solvant ou pour le refroidissement. Ça va avoir un effet directement sur votre production, mais vous ne pouvez pas vraiment réduire ni pour le nettoyage, ni pour l'usage interne, parce que vous devez assurer la sécurité des salariés et les questions de santé et de salubrité publique.
Donc on voit que couper l'eau, ça va avoir un effet sur la production, et donc ça, c'est un effet qui est mal compté par les entreprises. Je reviendrai dessus ensuite, mais autant le décompte de l'eau, autant les coûts d'infrastructure pour prélever l'eau, autant la facture d'eau, tout ça, c'est très bien pris en compte. Autant le coût de ne pas avoir accès à l'eau et l'effet que ça peut avoir sur l'activité économique, c'est assez mal pris en compte. Un autre point qui est important, c'est l'empreinte eau des produits. Je fais un petit point sur l'empreinte eau des produits parce que ça permet de rappeler quand même que l'eau que vous utilisez, ce n'est pas seulement l'eau que vous allez prélever dans une rivière ou dans une nappe, ce n'est pas seulement l'eau du robinet qui coule, pour laquelle on va payer une facture, c'est en fait toute l'eau qui va être utilisée pour produire un bien ou un service le long de la chaîne de valeur. Donc ça inclut l'eau qui est utilisée pour produire les intrants que vous utilisez dans vos industries. Alors, on en parle souvent de l'empreinte eau pour parler des produits alimentaires parce que, en réalité, nous, en tant qu'individus, on consomme 5000 litres d'eau par jour. Il y a 5000 litres d'eau par jour qui sont, on va dire, utilisés par nous, notamment qui sont ingérés via les aliments. Une tasse de café, 140 litres. Voilà, un steak, plus de 1000 litres. Donc, vous voyez que ça va assez vite. Via les repas qu'on ingère, en fait, on ingère de l'eau. Bon, voilà. Et donc, on a une empreinte eau de 5000 litres par jour. L'eau du robinet, c'est à peu près 100 à 150 litres. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins élevé que toute l'eau qu'on va utiliser via les biens ou les services qu'on consomme. Donc, ça, c'est le point agricole. Mais si on regarde le gin, j'aime bien regarder le gin parce que le gin incorpore 11 000 litres d'eau. Il faut irriguer des champs de coton pour produire le coton qui va permettre, in fine, de fabriquer le gin. Il faut laver plusieurs fois la pièce avant de la vendre. Tout ça, en fait, va entraîner une consommation d'eau le long de la chaîne de valeur. Et quand vous êtes dans l'industrie textile, vous ne prenez peut-être pas forcément en compte l'irrigation du champ de coton dans l'empreinte eau du produit. Je sensibilise sur ces questions parce qu'elles sont soulevées à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, il est possible qu'un jour, on impose la labellisation de l'empreinte eau, sous forme d'un espèce de Nutri-Score, par exemple, de manière à aussi, et que ça puisse avoir un effet aussi sur le commerce international, de manière à protéger justement des biens ou à éviter d'importer plutôt des biens qui seraient produits dans des zones en stress hydrique. Et donc, quelque part, protéger justement l'usage domestique, l'accès à l'eau de la population dans des zones en stress hydrique. L'exemple du coton, d'ailleurs, est assez parlant parce qu'une grande partie du coton vient d'Asie centrale, où il y a eu un assèchement de la mer d'Aral, justement à cause de l'irrigation intensive du coton. Donc ça, juste pour sensibiliser sur le fait que l'eau, vous l'avez dans l'utilisation de l'eau, c'est le long de la chaîne de valeur. Et donc pour des entreprises qui sont aussi internationalisées, ça crée des risques globaux. Des risques globaux parce que le stress hydrique, on va le retrouver partout dans le monde. Là, je simplifie la carte. Vert foncé, ça veut dire qu'il y a un stress hydrique qui est considéré comme important. Le stress hydrique, ça veut dire tout simplement qu'on a une demande en eau qui est élevée par rapport à l'offre d'eau. L'offre d'eau, l'eau qui coule dans les rivières ou qu'on a dans les nappes, donc l'eau qui est, on va dire, renouvelable, évidemment ça se renouvelle, mais à un moment donné, sur une année, là, en l'occurrence, on peut avoir une demande d'eau qui est trop importante par rapport au stock d'eau qu'on a dans les rivières et dans les nappes. Et la demande en eau, elle est tirée par différents éléments. Elle est tirée par la démographie, l'augmentation de la population dans de nombreux pays, ça crée une tension sur les ressources en eau. Ce n'est pas trop le cas chez nous. L'augmentation du niveau de vie, ça crée des tensions aussi sur l'utilisation de l'eau, évidemment. Plus on est riche, plus on utilise d'électricité, plus on consomme de biens, et donc plus on a une empreinte eau importante. Très bien. Mais il y a aussi le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique ne change pas forcément la quantité d'eau qu'on peut avoir à un moment donné, mais ça va changer la répartition dans le temps. Ça peut entraîner du trop d'eau ou du pas assez d'eau. En tout cas, il y a une chose qui est sûre avec le réchauffement climatique, c'est que ça entraîne plus d'évaporation de l'eau. Il fait plus chaud, il y a plus d'eau qui s'évapore, et donc ça peut entraîner aussi un stress du côté de l'offre. Alors, tout ça pour vous dire, vous voyez le vert foncé, on le retrouve où? Dans les pays industrialisés. Vous allez de l'ouest des États-Unis à l'est de la Chine, vous avez une espèce de ligne horizontale du stress hydrique. Pour faire très simple, toute l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde, mais aussi l'est de la Chine et les États-Unis sont en stress hydrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande en eau. Une forte demande en eau, et cette forte demande, on la retrouve typiquement dans les pays industrialisés qui ont des besoins économiques élevés, donc qui utilisent beaucoup d'électricité, qui produisent beaucoup de produits agricoles, de produits industriels. Tout ça, ça crée du stress hydrique.
Donc c'est important de le dire, le manque, la pénurie d'eau, ce n'est pas un problème d'île, ce n'est pas un problème de désert, ce n'est pas un problème de pays pauvres. Dans les pays émergents, dans les pays pauvres en développement, on a un problème d'infrastructure. Il faut créer des infrastructures pour donner accès à l'eau. Typiquement ce qu'on observera en Afrique subsaharienne. Mais dans les pays industrialisés, là, on a un problème de demande en eau, en fait. On demande trop d'eau par rapport à l'offre d'eau qu'on peut avoir, par rapport à la ressource qu'on peut utiliser. Et ça crée des risques de pénurie. C'est une carte en 2040. Là aussi, pour sensibiliser sur le temps, la carte aujourd'hui n'est pas très différente. Les couleurs sont les mêmes parce que 2040, en fait, c'est demain sur un horizon climatique. Pour les entreprises, il y a deux types de risques, du coup. Il y a à gauche tout ce qui sont les risques liés aux sécheresses, donc les restrictions d'eau qui font que vous ne pouvez plus produire pendant un certain moment ou que vous devez diminuer la production ou du moins diminuer les prélèvements. Des restrictions d'eau qui sont aussi généralisées sur le territoire français. Donc là, je vous donne un exemple de 2019, mais on a eu 67% du territoire en restriction. 2022, 90% des départements en restriction. 2023, on n'était pas très loin de 2022 aussi. Le risque de fermeture de site ou de relocalisation, vraiment dans des cas extrêmes, mais qui peut être possible en cas de situation prolongée de restriction. Ça, c'est les risques qui sont liés au manque d'eau. Et puis à droite, on a les risques liés au trop d'eau, parce que les inondations, ça crée aussi des risques. En France, on a un pays dans lequel on a 25% de la population qui est exposée au risque d'inondation. Beaucoup de communes, quasiment la moitié, ont au moins une partie de leur territoire qui est exposée au risque d'inondation. Ça a des impacts économiques, avec beaucoup d'emplois qui sont touchés. Ça a des impacts économiques aussi du point de vue des assurances. On est à plus d'1 milliard d'euros dépensés par les assurances pour faire face au risque d'inondation. Cette année, dès janvier, comme il avait plu pendant 40 jours, qu'il y a eu plein d'inondations, on avait dépassé le milliard en estimation. Et puis il y a des plans de prévention qui aussi entraînent des problèmes, des contraintes plutôt sur la localisation des entreprises et sur la manière dont elles peuvent s'équiper pour faire face au trop d'eau. Une petite carte pour zoomer sur la France, juste sur le débit des rivières et la recharge des nappes. Débit des rivières, en fait, le débit des rivières n'augmente que quand c'est bleu clair, donc ça n'augmente que dans le sud-est, globalement, et c'est lié à la fonte des glaciers, justement, donc plutôt une mauvaise nouvelle. Partout ailleurs, le débit des rivières diminue. En moyenne, au niveau national, il me semble qu'on est entre 20 et 30% de diminution du débit des rivières d'ici à 2050, donc lié en partie au réchauffement climatique et à la surévaporation de l'eau. Pareil sur la recharge des nappes, quand vous regardez à droite, on a une diminution quasiment partout, même partout en fait, de la recharge des nappes en France, avec ici sur le territoire une diminution qui est quand même très limitée, surtout le nord-est, mais un peu partout ailleurs, une forte diminution de la recharge des nappes, qui est liée aussi au fait que les sols sont de plus en plus artificialisés. Là aussi, c'est un risque qu'il faut prendre en compte pour les entreprises et dont je parlerai ensuite, parce que dans l'eau, il y a évidemment tout ce qui est petit cycle, tout le prélèvement qu'on peut faire dans les rivières et dans les nappes, mais il y a aussi toute la gestion du grand cycle de l'eau. Alors, malgré tout ça, c'est un enjeu de compétitivité, on le sent, il y a des risques qui sont liés à l'eau, mais pourtant, beaucoup de dirigeants, une majorité en fait des dirigeants, ne considèrent pas l'adaptation au réchauffement climatique comme un enjeu majeur. Ça sont des chiffres du ministère de l'économie. Pourtant, en fait, il y a des opportunités. Pourtant, il y a des opportunités parce qu'on voit qu'en ayant une stratégie d'efficacité hydrique, on arrive à réduire les prélèvements en eau. Et donc, on peut réduire les prélèvements de 27%, par exemple, en ayant une bonne stratégie de réduction des prélèvements hydriques. Donc, il y a des risques sur la qualité, c'est le premier volet. Sur la quantité, pardon, c'est le premier volet. Puis, il y a des risques sur la qualité de l'eau. Alors, sur la qualité de l'eau, on a différents risques qui sont aussi très présents et qui ont été mentionnés en introduction. Il y a des risques évidemment sur la qualité de l'eau, on va dire, dans les milieux, avec des risques liés aux produits chimiques qu'on utilise. On parle beaucoup des PFAS aujourd'hui, des polluants éternels, mais on peut aussi parler des métaux lourds, des pesticides, des nitrates, de tout ce qui est rejeté en fait directement dans les rivières. Il y a quelque chose ou dans les nappes, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que l'eau, de toute façon, va à un moment lessiver l'ensemble des polluants qu'on utilise. Tout ce qu'on utilise nous-mêmes en tant qu'individu, si on met du maquillage, par exemple, on va se laver le visage, ça va repartir dans les canalisations, ça va être évidemment nettoyé, mais une partie des produits cosmétiques va se retrouver dans les rivières.
l'eau va absolument absorber tout à un moment donné. Donc, on a des produits chimiques, on a des produits, on a des pathogènes, donc des bactéries, par exemple, qu'on va retrouver. Donc là, la question biologique, de la qualité biologique de l'eau se pose. En France, on a un problème, mais dont on a du mal à parler, qui est quand même un problème aussi de vieillissement des réseaux d'assainissement. On a construit des super réseaux d'eau potable et d'assainissement. On a couvert quasiment la totalité de la population avec ces réseaux. Mais aujourd'hui, il faut renouveler ces réseaux. Si on ne renouvelle pas les réseaux d'assainissement, on va se retrouver avec des excréments partout dans les rivières et des problèmes de santé publique derrière. On est très avancé, évidemment, quand on compare au reste du monde. Dans le reste du monde, 70% de l'eau utilisée n'est ensuite pas traitée avant d'être rejetée dans la nature. Donc on rejette en fait de l'eau qui contient des polluants chimiques, évidemment, mais aussi des bactéries. Et donc ça entraîne des grands problèmes de santé publique pour les humains, mais pas seulement en fait, pour l'ensemble du vivant. Il y a des enjeux thermiques, on en a discuté. Alors évidemment, quand vous utilisez l'eau pour refroidir les machines, cette eau devient plus chaude. Quand on la rejette dans les milieux naturels, ça peut avoir un effet sur la biodiversité, parce qu'on rejette potentiellement une eau qui n'est pas exactement à la même température. Donc il peut y avoir un impact sur les écosystèmes. Et donc tout ça entraîne des enjeux économiques, évidemment. Pour les PFAS, la Commission européenne parle de 1 600 milliards d'euros de coûts de traitement d'ici à 2050 pour nettoyer les rivières, les sols des PFAS. Je ne parlerai pas de l'impact que ça peut avoir sur la facture d'eau potable. Ça peut aller de quelques centimes le mètre cube à quelques dizaines de centimes en tout cas. Mais ce n'est pas un impact neutre sur l'ensemble de la population. Et il va falloir, à défaut d'en limiter la production, aussi retraiter parfois certaines zones en raison des risques pour la santé publique. Donc pour les entreprises, concrètement, ça entraîne des risques réglementaires. Des risques réglementaires parce qu'il y a un contrôle de plus en plus fin de la pollution. On arrive à mieux mesurer ce qu'il y a dans l'eau, par exemple, et donc ça entraîne évidemment la découverte de nouvelles pollutions, et donc potentiellement la mise en place de différentes taxes. Il ne faut pas oublier qu'on est un pays qui a inventé différentes taxes, et donc on va sûrement réinventer de nouvelles taxes pour lutter contre la pollution, ou du moins augmenter certaines taxes qui existent. Donc ça, c'est un premier enjeu pour les entreprises qu'il faut prendre en compte. Des mises en conformité avec des nouvelles directives qui arrivent, des directives européennes. Donc il y a une directive dont on parle beaucoup sur les eaux résiduaires urbaines qui vise à faire supporter par les industriels une grande partie de la mise à niveau des stations de traitement. Alors c'est certains industriels, mais notamment ceux de la pharmaceutique et des cosmétiques, puisque une partie des polluants qu'on retrouve sont en fait liés à ce que nous, en tant qu'individus, on ingère comme produits pharmaceutiques ou les produits cosmétiques qu'on utilise. Donc ça entraîne là aussi des mises à niveau et derrière la mise en place de nouvelles taxes potentiellement ou de nouveaux principes. Là, on avance sur un nouveau principe qui est celui aussi de la responsabilité élargie du producteur. Donc l'idée, c'est de faire payer le pollueur avant même qu'il ait pollué, ne serait-ce que parce qu'il vend le produit. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs sur les déchets. Quand vous achetez une télé, vous avez une écotaxe à payer de manière à ce qu'on anticipe le fait que derrière, il va falloir recycler des parties, certains éléments de la télévision. Là, c'est exactement pareil. On anticipe qu'on va devoir améliorer le traitement des eaux et donc on va taxer certains produits en amont de la vente. Des risques de non-conformité à la directive cadre européenne sur la qualité des eaux. Ça revient souvent sur les nitrates, sur les pesticides, avec la Commission européenne, du coup, qui a déjà plusieurs fois mis en demeure la France sur ces questions de non-conformité, de qualité des eaux, qui est un enjeu aussi essentiel parce que de plus en plus, les gens veulent se baigner dans la rivière à côté de chez eux. Ça, c'est lié au réchauffement climatique. Il fait chaud, très très chaud. On a envie de plonger dans la rivière d'à côté, dans le fleuve. Et donc, ça pose aussi la question de la qualité des eaux de baignade d'une manière générale et in fine derrière de la pollution des eaux de rivière. Et puis, il y a aussi de plus en plus d'actions civiles ou pénales qui sont mises en place de manière à responsabiliser les entreprises dans la pollution. Et donc, c'est ce qu'on voit aussi autour des PFAS, où il y a de plus en plus d'actions collectives vis-à-vis de certains industriels. Donc, tout ça crée des risques, en tout cas pour l'industrie, des risques qui doivent être chiffrés. Alors, ensuite, je vous avais parlé du coût de l'eau. En entrée, en vous disant, il y a quelque chose qu'on a du mal à estimer quand on est une entreprise, c'est le risque en fait lié au fait de ne plus avoir d'eau pour produire. Donc là, je vais passer en revue différents types de coûts de l'eau. Il y a les coûts visibles.
le coût visible, c'est le coût de la facture d'eau. Facile, hein, donc on paye une facture d'eau potable, par exemple. Là, pour nous, c'est très visible, on sait combien on a payé, ça rentre dans la comptabilité, dans les dépenses, etc. C'est très facile. Et là, on va payer quelques euros le mètre cube. Il y a ensuite les coûts directs complets. Les coûts directs complets, ce sont les coûts de construction de l'infrastructure pour prélever l'eau. Si vous prélevez dans une nappe ou dans une rivière, vous avez mis en place un canal parfois. Parfois, c'est historique, donc ça a déjà été amorti. Voilà, parfois, c'était subventionné, etc. Mais en tout cas, vous avez mis en place une certaine infrastructure. Et là, quand vous prenez en compte ces coûts directs, ça va être quelques dizaines d'euros par mètre cube. Ensuite, il y a les coûts indirects. Les coûts indirects, on va plutôt être sur plusieurs dizaines de mètres cubes. Ça va être la prise en compte du coût de l'externalité, en fait, du prélèvement d'eau. Quand vous utilisez de l'eau, une autre personne ou une autre activité n'a pas pu avoir accès à l'eau. C'est un coût. On n'a pas pu produire autre chose. Mais aussi, vous allez polluer l'eau. Et donc, quand vous polluez, là aussi, il y a un coût, il va falloir dépolluer derrière. Et donc là, on rentre déjà sur plusieurs dizaines. Et ça devient de plus en plus vague et plus difficile à calculer parce que le coût de la pollution sur le long terme est très difficile à estimer. Et enfin, il y a les coûts induits. Les coûts induits, c'est le fait de ne plus pouvoir produire. Donc c'est le fait de ne plus pouvoir produire parce qu'on n'a plus accès à l'eau. Et là, si vous mettez en arrêt une usine sur une journée même, vous allez perdre des centaines d'euros par mètre cube. Donc là, en fait, c'est aussi quelque chose que les entreprises doivent calculer. Ces coûts induits de l'eau, ce sont les coûts qui sont liés au fait de ne plus produire. Si je prends en compte le coût induit de l'eau, j'ai intérêt justement à économiser l'eau. J'ai intérêt à être plus performant dans mes usages, potentiellement à être plus sobre et à réutiliser parfois l'eau plusieurs fois de manière à prélever moins pour éviter un arrêt de la production de mon entreprise. Alors, on a des grands principes de l'eau en France, des grands principes de régulation économique de l'eau, mais qui s'avèrent aussi assez insuffisants quand on regarde les coûts auxquels on fait face. Parmi ces grands principes, on en a un premier qui s'appelle l'eau paye l'eau. L'eau paye l'eau, ça veut dire toute la facture d'eau, tout ce que je vais payer pour l'eau doit vraiment servir à payer l'accès à l'eau. Le prix que je paye doit couvrir les coûts de l'eau. Ça, c'est un très beau principe parce que ça veut dire que tous les services d'eau, par exemple d'eau potable, doivent être à l'équilibre. Je ne peux pas utiliser la facture d'eau ni pour subventionner une autre activité, puis je ne peux pas utiliser une autre activité pour subventionner l'accès à l'eau. Le problème de l'eau paye l'eau, c'est que ça incite à réduire les coûts directs. Si l'eau paye l'eau, du coup, je n'ai pas envie d'augmenter le prix, par exemple, je vais baisser les coûts. Je ne vais pas augmenter le prix de l'eau, ça ne va pas plaire à mes citoyens, si je suis un élu, par exemple. Donc, je vais aller sur une diminution du coût du service d'eau. Et donc, je vais moins investir. Donc là, on a un principe qui est détourné, parce que si l'eau doit payer l'eau, souvent, je vais réduire les coûts directs. J'ai un autre principe qui est très important dans le droit français, c'est le pollueur-payeur. Pareil, vous polluez, vous payez. Très bien. Mais justement, en fait, on a des redevances, nous, qui sont relativement faibles. On a du mal à intégrer le pollueur-payeur. Donc, on a du mal à calculer la pollution, on a du mal à mettre une taxe qui soit au niveau qui permette de couvrir les coûts des pollutions derrière. Donc là, on a du mal à couvrir les coûts indirects. Les coûts de la pollution sont toujours disproportionnés par rapport aux redevances qu'on peut relever ou par rapport aux taxes qu'on peut mettre sur les entreprises. Il y a un principe de gratuité de l'eau brute. Quand on prélève de l'eau, au moins jusqu'à un certain niveau, c'est gratuit. D'accord, mais c'est pareil, si je prélève de l'eau gratuitement, j'ai du mal à intégrer les coûts indirects, les coûts d'externalité liés au prélèvement, liés au fait que je prive un autre acteur d'avoir accès à l'eau, ou les coûts induits, le fait de ne plus avoir de l'eau, parce que je n'ai pas eu l'habitude de payer l'accès à l'eau. Donc on a des grands principes économiques qui sont très efficaces sur le papier, qui existent, mais qui peuvent avoir aussi des effets pervers, et ces effets pervers peuvent parfois être assez grands pour qu'on se demande s'il n'y a pas besoin de revoir ces différents principes, ou du moins de changer la nature de ces principes, par exemple en étant plus préventif. Donc pour les entreprises, l'eau, ça crée aussi différents risques. Vous l'avez compris, des risques physiques, des risques pour les bâtiments avec les inondations, des risques de relocalisation potentielle, des risques de production tout le long de la chaîne de valeur, des risques de transition. Il faut changer les manières de produire ou certains procédés de manière à utiliser moins d'eau. Et puis ça peut créer des risques de réputation. Là aussi, parce que
demain, certaines entreprises seront pointées du doigt justement parce qu'elles n'ont pas fait les efforts de réduction des prélèvements en eau. Certaines entreprises seront pointées du doigt parce qu'elles n'ont pas fait l'effort de diminuer la quantité de produits polluants qu'elles utilisaient dans leur processus de production ou l'effet qu'elles peuvent avoir sur la biodiversité. Donc ce risque réputationnel aussi grandit à mesure, évidemment, qu'on a un stress hydrique qui est plus important. Juste pour donner quelques exemples, évidemment, des entreprises, les entreprises mettent en place un certain nombre de solutions. Parmi celles-ci, il y a ce qu'on appelle le prix interne de l'eau. Le prix interne de l'eau, ça consiste à dire, bon, je sais à peu près combien ça me coûte de prélever 1 litre d'eau. Je vais multiplier par 5 ce coût, virtuellement, juste pour que dans mon bilan, le coût du prélèvement ne soit plus 1 euro par mètre cube, mais par exemple 5 euros par mètre cube. Si j'augmente virtuellement le prix de l'eau, ça ne me coûte pas 5 euros, mais dans ma comptabilité, je vais dire que ça coûte 5 euros. Là, ça devient rentable d'investir dans des solutions d'économie d'eau. Donc, je vais faire gonfler le prix de l'eau, je vais créer un faux prix, un prix interne. Et donc, ça va rendre plus rentable les investissements qui visent à utiliser moins d'eau. 5% des entreprises utilisent un prix interne de l'eau, mais c'est beaucoup moins que des entreprises qui utilisent une tarification carbone. Il y a autre chose aussi, mais ça c'est anecdotique. Le prix interne de l'eau devrait varier évidemment selon le territoire sur lequel vous êtes. On n'a pas le même niveau de stress hydrique partout. Et donc ça pose aussi des questions, in fine, de fixation de ce niveau du prix de l'eau. Donc trois choses en tout cas pour les entreprises aujourd'hui, un message qui correspond à 3 temporalités. À court terme, il faut mesurer, très simple. Toutes les industries n'ont pas le même rapport à l'eau, n'utilisent pas le même type d'eau, n'ont pas besoin de la même qualité d'eau. Donc il y a une vraie question d'abord de mesure et de connaissance des usages. Où est-ce qu'on utilise de l'eau? À quel niveau de la production? Deuxième chose, analyser les risques. Et donc là, commencer à penser aux investissements qu'on peut faire sur le moyen terme pour mieux utiliser l'eau. Commencer à regarder aussi évidemment les subventions et les aides qu'on peut recevoir pour financer ces investissements. Et puis évidemment, à long terme, éviter la maladaptation, c'est-à-dire agir sur les éléments les plus essentiels pour économiser l'eau. Et donc ne pas seulement mettre un peu de mastic sur des fuites pour utiliser moins. Se poser vraiment la question des processus industriels de manière à changer ces procédés, ces modes de production et de manière à utiliser moins d'eau sur le long terme. Donc c'est comme ça qu'on construit la résilience, en tout cas en allant sur les endroits où on peut diminuer le plus l'utilisation de l'eau. Maintenant, je vais donner quelques perspectives, si on est bon sur le temps. Ça dépend de ce qui reste. Combien de temps il me reste surtout? En principe, théoriquement, c'était 5 minutes, mais... D'accord. Parfait. Très bien. Eh ben non. Non, mais... Pardon, c'est un sujet passionnant aussi, donc c'est... Et on est venu pour ça. Très bien. Ok, donc sur les... Bon, je vais un petit peu vite là sur les autres solutions. Une solution dont on va parler tout à l'heure dans les tables rondes, évidemment, c'est tout ce qui est réutilisation, circularité de l'eau, réutilisation des eaux usées et des eaux usées traitées. J'insiste dessus parce que dans le débat grand public, on parle souvent de réutilisation des eaux usées traitées. Mais évidemment, ce qu'on peut faire au niveau d'une industrie et ce qu'on peut faire même au niveau d'un logement, finalement, c'est réutiliser des eaux usées. Réutiliser plusieurs fois une eau qui a été usée mais qui n'est pas sale. D'accord ? Vous êtes dans l'hôtellerie, vous avez une piscine. L'eau de la piscine peut être utilisée pour nettoyer les filtres de la piscine. Vous êtes dans le textile, vous avez nettoyé le jean. L'eau qui a servi à un nettoyage du jean peut servir à un deuxième nettoyage. Donc là, il y a une question de réutilisation des eaux usées qui peut être plus ou moins compliquée. Il faut parfois reconstruire des réseaux, etc. Mais qui, en tout cas, n'a pas forcément besoin de traitement derrière. Et en ce sens, elle peut être même plus simple que la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a la question aussi de partage des eaux usées au niveau d'un bassin industriel. Quand on a un cluster d'entreprises, on peut imaginer que ces entreprises aussi se partagent la réutilisation des eaux usées de chacune des autres entreprises. Maintenant, quelques pistes de réflexion sur la régulation d'une manière générale. C'est ce qu'on a sur l'eau potable, mais c'est ce qu'on pourrait avoir aussi sur les eaux industrielles. Alors, je suis désolé, j'ai fait des tableaux avec les avantages et les inconvénients, mais je présente juste très rapidement les mécanismes.
Il y a un premier mécanisme qui existe déjà. Veolia le fait par exemple dans la métropole européenne de Lille, avoir un contrat de sobriété hydrique. Alors, contrat de sobriété hydrique, ça veut dire s'engager à moins prélever. Mais ça veut dire aussi engager les acteurs industriels à moins prélever. Parce que dans le contrat de sobriété hydrique qui se fait au niveau de la métropole, hein, de la ville pour les usages domestiques, dedans, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place par l'opérateur pour aller voir les grands consommateurs et leur dire engagez-vous à moins consommer. Et nous, on vous aide à utiliser moins d'eau, à moins prélever, à moins consommer d'eau. Donc toutes ces questions de contrat, c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en place au niveau des collectivités, ce qu'on a fait quelque part dans le plan eau avec les 50 grands sites industriels, c'est engager les différentes industries à diminuer leurs prélèvements. Ce qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture, qui est une forme de contrat, ce sont les paiements pour services écosystémiques. Les paiements pour services écosystémiques, ça veut dire que je vais payer l'agriculteur pour qu'il pollue moins, pour qu'il utilise moins de pesticides, par exemple, ou pour qu'il prélève moins d'eau. Ça aussi, ce type de paiement pour services écosystémiques, on peut très bien l'avoir avec l'industrie. On pourrait avoir des subventions, des financements publics pour faire en sorte que les industriels, pour qu'on paye des industriels qui arrivent à utiliser moins d'eau ou à moins polluer l'eau, par exemple. Autre type de solutions qui sont en lien avec celle-ci, la question d'avoir des cibles. Alors les cibles, évidemment, ça crée aussi des problèmes. Si je vous dis qu'il faut diminuer de 10% vos prélèvements d'eau, très bien, vous allez toucher la cible. Je peux diminuer de 10% assez facilement, mais par contre, je ne vais peut-être pas comprendre l'objectif. C'est un peu le problème des cibles, c'est que si je vous demande de diminuer votre utilisation, oui, vous allez le faire, très certainement, vous allez coopérer, vous allez être un bon étudiant, mais vous n'aurez pas compris le sens et vous n'allez pas revoir tout l'ensemble de vos procédés. Les Anglais ont une phrase pour ça qui est « hit the target, mais miss the point ». J'ai touché la cible, mais je n'ai pas du tout compris ce que vous m'avez demandé. Je l'ai fait parce que vous m'avez demandé de le faire. Avoir des cibles sur les fuites, par exemple, d'eau dans les réseaux domestiques, sur l'utilisation de l'industrie, ça peut être quelque chose de motivant. Ça peut avoir un effet réputationnel. Mais encore une fois, il faut bien mesurer déjà ce qu'on veut mesurer. Et donc, il faut être capable de mesurer l'utilisation de l'eau par différents sites industriels. Si on a la bonne mesure, vous vous souvenez que c'est la première étape du changement, après on peut faire des comparaisons. Et donc, ça m'amène à la deuxième solution, c'est la concurrence par comparaison. Si j'arrive à bien mesurer ce que vous utilisez, je peux déjà voir l'évolution de la performance dans le temps, mais je peux ensuite vous comparer à des sites industriels comparables. Et je peux dire si vous êtes un bon élève ou un mauvais étudiant. Alors ça, la concurrence par comparaison, ça existe. Ça existe dans les services publics, dans différents pays, ça existe pour les hôpitaux, pour les services de transport, pour les services d'eau, même dans d'autres pays. C'est une manière de jouer sur la réputation des différents acteurs et de les inciter à être plus performants pour apparaître comme étant dans les bons étudiants. Mais c'est surtout une manière de se comparer en fait aux autres et donc d'informer les autres de la performance qu'ils ont de manière à converger vers les meilleures pratiques. Cette concurrence par comparaison, ça peut entraîner des classements publics. Bon, là, à décider, personne n'aime vraiment être classé, mais à défaut d'avoir des classements publics, vous pouvez aussi mettre en avant des bonnes pratiques et comprendre pourquoi certaines industries, certaines entreprises, certains sites arrivent à diminuer leurs prélèvements. Et donc, ça peut mettre en avant aussi des bonnes pratiques. Autre point qui va être essentiel, alors je suis économiste, donc j'ai envie de mettre des codes barres partout, vous avez compris, de jouer sur le prix. Je crois fondamentalement que jouer sur le prix peut avoir un effet. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité, évidemment, mais il y a deux formes de tarification qui existent dans l'eau potable qui peuvent inspirer potentiellement des réformes de redevance ou des réformes de tarification de l'eau d'une manière générale. Donc il y a deux modèles qui sont assez connus. Il y en a un qui est une tarification saisonnière à Toulouse. Le prix de l'eau ne va pas être le même en été par rapport à l'hiver. Bon, pour des raisons évidemment climatiques, en été il y a moins d'eau. Quand on dépend que d'une source qui est complètement à sec en été, ça peut être intelligent d'avoir une tarification saisonnière. Et puis quand on a une activité touristique très forte où la taille de la population est multipliée par 10, là, ça peut faire sens d'avoir une tarification saisonnière parce que, du coup, les touristes ne payent pas vraiment
le coût d'avoir un réseau d'eau surdimensionné pour les accueillir. Donc ça peut faire sens de récolter des recettes sur les touristes. Tarification saisonnière, en tout cas, c'est l'idée que selon la saison, on n'a pas la même disponibilité d'eau, la même offre d'eau, et donc il faut avoir un prix différent. L'autre modèle, c'est la tarification progressive, un tarif en escalier. Plus vous utilisez d'eau, plus vous payez cher. Alors, pourquoi je vous dis que ces mécanismes peuvent être utilisés? Parce que là, l'idée, c'est quand même de faire dépendre le tarif de la quantité d'eau qui est disponible. Et de la même manière, en fait, on peut repenser tout l'accès à l'eau, les redevances, par exemple, ou les taxes pollueurs. On pourrait les différencier, les mettre en escalier, les mettre par palier, par tranche, selon la gravité, par exemple, de la pollution ou selon la gravité du stress hydrique. Donc là, il y a quelque chose, en tout cas, à réfléchir en termes de progressivité. On a des prix de l'eau, d'une manière générale, ou des redevances sur l'eau qui sont très linéaires. La question de la progressivité ou de la saisonnalité se pose d'une manière générale, peut-être pour mieux gérer l'accès à la ressource. Ou pour différencier, en tout cas selon les acteurs, l'accès à la ressource. Le dernier point sur lequel je voulais sensibiliser, c'est le fait que, là je vous ai beaucoup parlé d'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau qu'on voit dans les rivières, l'eau qu'on peut palper, qu'on voit dans les nappes, c'est l'eau locale, en fait, d'une certaine manière. Mais une autre forme d'eau qui est ce qu'on appelle l'eau verte. L'eau verte, c'est l'eau qui est détenue dans les plantes et qui va ensuite être évapotranspirée, transpirée par les plantes ou qui va s'évaporer du sol pour rejoindre l'atmosphère. On va parler de rivière atmosphérique, se transformer sous forme d'humidité et donc être transportée partout dans le monde. Donc c'est l'eau qui va créer les précipitations. Ce n'est pas de la science-fiction. L'eau verte, c'est important parce que là, vous avez une carte en fait, des mécanismes d'évaporation dans le monde. Ce n'est pas une carte de départ en avion du tout, ça y ressemble. Mais en fait, vous prenez n'importe quel point, l'eau va s'évaporer et va retomber sous forme de précipitation très loin. Donc là, il faut vous concentrer sur n'importe quel point. Moi, j'aime bien prendre le Brésil parce que c'est en plein milieu de la forêt amazonienne. Vous prenez l'évaporation des plantes de la forêt amazonienne, ça entraîne des précipitations en Europe. C'est minoritaire, mais il y a quand même une partie des précipitations françaises qui dépendent de l'évaporation de la forêt amazonienne. Il y a des rivières atmosphériques, il y a des rivières d'humidité, en fait, qui traversent les États, qui traversent les frontières. Et il n'y a aucun État dans le monde qui dépend majoritairement. Je vais tester quelque chose, peut-être que tout va s'éteindre. Non, ok, non, ça marche. Il n'y a aucun pays dans le monde qui dépend uniquement de son évaporation pour ses précipitations. Donc, toute forme d'évaporation, prenez la France, en fait, la majorité des précipitations, de la pluie qui tombe, en fait, vient de l'extérieur, vient de l'évaporation de plantes ou des océans, et donc de l'extérieur du pays. Donc, tous les pays sont importateurs, en fait, d'humidité, si vous voulez. Et donc, ça crée, en fait, une interconnexion autour de l'eau verte. Donc, ça implique que la gestion de l'eau, la gestion du grand cycle de l'eau, va au-delà de la gestion des rivières et des nappes. Ça pose la question de la gestion des forêts et de la gestion des océans aussi. Bon. Alors pourquoi c'est important pour les entreprises? Parce que la question de l'eau verte est aussi venue depuis quelques années avec les institutions internationales qui mettent beaucoup en avant ces questions de transfert d'humidité. Pas seulement parce que certains pays veulent se faire la guerre sur les nuages. Bon, il y a des vraies questions de contrôle des nuages, justement, parce qu'on contrôle l'humidité pour l'agriculture. Passons ces questions géopolitiques. Mais aussi parce que, d'une manière générale, l'effet que vous pouvez avoir sur les sols, sur les forêts, par exemple, va avoir un effet sur les précipitations et donc sur le cycle de l'eau. Et donc, quand vous êtes dans l'industrie, en dehors de la gestion de l'eau bleue directement, il va y avoir d'autres questions qui vont se poser et qui peuvent avoir un effet sur votre production. La question, évidemment, de l'artificialisation des sols. Si les sols sont plus artificialisés, ils absorbent moins bien l'eau, et donc ça peut créer des inondations, mais ça recharge aussi moins bien les nappes, donc ça peut créer aussi des périodes de sécheresse. La question de la déforestation, évidemment. Quand on déforeste un endroit, ça a un effet sur les précipitations à un autre endroit, donc ça a un effet sur le cycle de l'eau à un autre endroit. Les effets qu'on peut avoir sur la biodiversité d'une manière générale entrent aussi dans ces questions d'eau verte. Et puis pareil sur la pollution. Là, on a parlé de la pollution de l'eau, c'est un effet direct. Mais quand vous rejetez des polluants dans la nature, ils vont s'infiltrer dans les sols, ils vont dégrader les sols, ils vont finir dans l'eau, mais aussi, quelque part, ils vont être évaporés, se retrouver dans les précipitations ailleurs. Donc il y a une circulation en fait, de l'ensemble des polluants aussi, et donc ça va au-delà de la gestion directe de l'eau bleue.
Voilà. Pour terminer, c'est un bien commun global, pas seulement parce que l'eau traverse les frontières, pas seulement parce qu'on va retrouver l'eau sous forme physique sur le sol de façon continentale, mais aussi dans le ciel, mais aussi parce que ça touche à tous les objectifs de développement durable. Et là aussi, les entreprises ont un rôle à jouer parce que vous prenez une entreprise, vous regardez même plutôt un objectif de développement durable, il n'y en a aucun qui est réalisable sans industrie, en fait, ou sans activité économique. L'agroalimentaire, les villes durables, les partenariats, la vie terrestre, en fait, tout ça, en fait, toutes les entreprises sont impliquées à tous les niveaux des objectifs de développement durable. Et l'eau, en fait, aussi est présente dans tous les objectifs de développement durable. Il n'y a pas un seul objectif qui est réalisable si on ne prend pas en compte l'eau. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a mon nouveau livre qui sort aussi dans 2 semaines, qui est plus sur la France, qui s'appelle « Nous sommes faits d'eau ». L'avenir d'une ressource vitale, donc qui est un livre vraiment centré là sur les questions françaises, donc le manque d'accès à l'eau dans les territoires, notamment ultramarins en France, les problèmes d'inondation, les problèmes de sécheresse, les problèmes d'aménagement du territoire, comment on fait pour retenir l'eau, pour ralentir l'eau, pour mieux écouter l'eau. Toute une partie sur l'accès, sur les enjeux économiques de l'eau, avec évidemment l'agriculture, mais aussi l'industrie. Et puis toute une partie sur la gouvernance de l'eau. Il faut renforcer la République de l'eau. En France, comme souvent, on est un très bon étudiant, on a les meilleures institutions en fait, de l'eau. Au niveau mondial, on est reconnu comme un pays exemplaire en matière d'institution de l'eau, mais ça n'empêche pas les conflits d'usage, ça n'empêche pas qu'on ne consulte pas assez les citoyens, et donc ça ouvre aussi des questions en matière d'amélioration de la gouvernance. Merci beaucoup. Monsieur Simon Porcher, merci infiniment. Simon Porcher, je préfère la seconde promesse plutôt que la première. La fin de l'eau, c'est sympa, mais je préfère parler d'avenir, comme vous l'avez fait pour nos industriels ici présents. Est-ce que vous restez avec nous tout l'après-midi parce qu'on est un peu à la bourre, je ne vous le cache pas. Ah, pardon. Mais ce n'est pas de votre faute. Il n'y a pas de sujet. Voilà, c'était simplement pour qu'on n'aille pas trop qu'on ne prenne pas trop de retard. Est-ce que vous restez avec nous tout l'après-midi? Je reste tout l'après-midi, donc je suis là pour les pauses café si vous avez des questions. Et puis pour l'apéritif tout à l'heure, pour qu'on puisse discuter en direct avec vous, puisque j'ai eu pas mal de demandes où on aimerait bien lui parler. Voilà, donc est-ce que... C'est super. Donc je voudrais qu'on vous applaudisse encore très fort pour tous ces apports qui vont très utilement éclairer les tables rondes, auxquelles évidemment vous pourrez prendre part si vous le souhaitez par vos interventions. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'ouvrir le cycle des 3 tables rondes thématiques que je vous ai annoncées tout à l'heure, juste avant un court interlude en images. Pensez-vous qu'il est possible de produire des vêtements sans utiliser d'eau? Si vous voulez le savoir, eh bien on se rend ensemble à 3 à travers ces images. Merci. Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Peut-on produire des vêtements sans utiliser d'eau? Dans son usine historique de Troyes, la marque Petit Bateau produit 300 000 à 500 000 vêtements chaque année. La chaîne de production est énergivore et gourmande en eau. En 2015, une stratégie d'économie a été définie. Consommer moins d'eau et moins d'énergie. Poste le plus important, la consommation d'eau de l'atelier de teinture a été réduite d'1 tiers en 7 ans. Directeur des opérations, Jean-Marc Guillemet espère atteindre l'objectif fixé par la marque, 95% d'eau en moins d'ici 2030. Comment? En se dotant de nouvelles machines, en recyclant les eaux usées et en exploitant l'eau de pluie. Réduire et réutiliser sont les maîtres mots. C'était à la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Merci et bravo pour...